Salut les champions, ici Barthélémy Fent et bienvenue sur Extraterrien. Extraterrien, c'est le podcast des amoureux du sport qui veulent connaître les secrets des champions. L'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Cet épisode n'est pas un épisode comme les autres. Pour être honnête, c'est l'un des épisodes qui m'a le plus chamboulé. J'ai rencontré un homme fantastique. Il s'agit de Raphaël Poulain, un ancien rugbyman qui a connu les projecteurs, la gloire avec le Stade Français, et qui aujourd'hui s'est reconverti, comme il le dit, à la philosophie et au développement personnel. Vous allez apprécier son franc-parler, son goût pour la vie, et l'émotion qu'il véhicule à chacune de ses réponses. Accrochez-vous, car c'est un épisode très intense. Au passage, je voulais sincèrement remercier Étienne Bulidon, qui m'a mis en relation avec Raphaël, et sans qui cette interview n'aurait jamais eu lieu. Il est lyonnais, ostéopathe, pour plusieurs équipes de basket, et son podcast s'appelle « Et surtout la santé ». Allez l'écouter, certains épisodes valent vraiment le détour. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vous recommande l'épisode 30 avec Francky Batelier, un triathlète qui a commencé une deuxième vie lorsqu'il a arrêté sa carrière. Sachez qu'un des meilleurs moyens de soutenir ce podcast et pour qu'il reste gratuit est notamment de lui mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Cela m'aide à trouver des sponsors et à financer la création du contenu qui me prend plus d'une dizaine d'heures de travail toutes les semaines. Aussi, si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Donc je vous rappelle le nom du compte Instagram, extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai créé une newsletter que vous pouvez retrouver en tapant Extraterrien Newsletter dans Google. J'y partage mes bons plans santé, matériel et préparation mentale. Allez, c'est parti pour un épisode vraiment incroyable avec Raphaël Poulain. Salut Raphaël. Salut. Écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Avec plaisir, je te l'ai dit, c'est porte ouverte ici, donc tu es le bienvenu Barthélémy, c'est cool. Ouais, mais je suis vraiment ravi de te rencontrer aujourd'hui parce que tu as fait un super épisode de podcast avec quelqu'un que je connais et dont j'apprécie énormément le travail qui s'appelle Étienne, qui nous a mis un peu en relation aussi. Et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à aller écouter son podcast et surtout la santé. Et quand j'avais écouté du coup ton interview, ton histoire, j'avais été un peu subjugué parce que ça me parlait énormément. Qu'est-ce qui me parlait? C'était un petit peu le changement de vie que tu avais eu entre le sport et un côté plus développement personnel, plus philosophique. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a beaucoup aidé un peu à rebondir moi parce que j'étais dans le creux de la vague au moment où j'ai écouté le son de ta voix, une voix de podcasteur d'ailleurs, comme on dit dans l'univers. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet en tout cas, mais avec la question qui est un peu traditionnelle sur ce podcast, c'est à savoir quel est ton premier souvenir de sport. Celui qui me vient à l'esprit maintenant, c'est la finale Réchelle jouée avec une équipe de malades, des mecs qui sont encore mes frères aujourd'hui et j'ai la chance d'avoir tout au long de ma vie rencontré des mecs assez géniaux et j'aimerais tous te les citer, tu vois, ça part de Mathieu Blin, de Salim Tebani, de Pierre Rabadan, c'est une équipe de fous. J'avais été surclassé en 99 dans la catégorie Réchelle qui était les catégories phares des juniors en France de rugby. J'avais fait quart de finale, demi-finale et on joue cette finale à Niort contre Pau. On gagne 34-17, mes parents sont dans les tribunes, mes sœurs sont dans les tribunes. Max Gozzini, patron du stade, et Bernard Laporte, entraîneur du Stade Français, sont dans les tribunes et j'ai surtout mes frères qui sont sur le terrain. On gagne, on a l'impression d'être champion de France, champion du monde, champion olympique. C'est un moment qui est, tu vois, je ferme les yeux et je vois ce moment parce qu'il est magique et c'est juste avant que l'enjeu dépasse le jeu. Ouais. Parce que 3 semaines plus tard, je signe mon contrat pro et c'est le dernier match amateur de ma vie que je joue et c'est mon meilleur souvenir de rugbyman amateur. C'était fou. C'était fou. J'avais fait une décoloration rouge qui avait tiré au rose. Pendant 3 semaines, on s'était éclaté des glaçons sur la gueule. Après, on a fait des bringues hallucinantes. Voilà mon meilleur souvenir de rugbyman amateur. Et j'ai rajouté à celui-ci aussi un quart de finale perdu avec Beauvais contre Angers où on s'est fait arnaquer par l'arbitre. On a perdu 15-14 et c'était aussi un moment qui était très douloureux. Mais là aussi, j'avais des frères aussi à Beauvais. Donc j'ai joué à Beauvais comme à Paris et ces 2 souvenirs sont impérissables et je m'en souviens avec beaucoup d'émotion. Ouais.
Donc finalement, un peu ce qui revient souvent, c'est l'esprit de famille, les amis, les gens que tu as pu rencontrer. C'est ça qui t'a plu le plus dans le rugby, cette histoire de frères? Tu sais, quand une carrière de sportif s'arrête, on a toujours l'impression, pour le supporter lambda, que je suis d'ailleurs redevenu, on a souvent l'impression que le sportif, ce qui lui manque le plus, c'est son argent, c'est sa notoriété, c'est les 80 000 personnes qui sont autour du stade, c'est un petit peu les bagnoles de sport, c'est un peu tous ces clichés qu'on a vendus depuis 30 ans dans le sport. Mais ce qui manque quand tout s'arrête, c'est le croche-patte à l'entraînement, c'est la vie sociale qu'on se forme avec les supporters, c'est la vie sociale qu'on se forme aussi avec les amis, avec aussi ceux qui sont autour du stade, l'intendant, celui qui lave ton short sans qui tu jouerais à poil. C'est aussi ta famille aussi qui trouve un équilibre. Moi, je me souviens que ma mère s'entendait très bien avec la mère de Pierre Rabadan et qui sont encore amis aujourd'hui, même si ma mère est partie. Il y a encore cette amitié qui perdure avec la mère de Pierre. C'est toute cette vie sociale en fait qui te manque quand tout s'arrête. Et tu parles de famille. Pour moi, le rugby était une grande famille parce que quand j'étais en galère après carrière, on aura l'occasion d'en parler. Bah ouais, j'ai des potes qui m'ont tendu la main, quoi. J'ai des amis qui m'ont tendu la main et même les mères de famille, de potes qui m'ont aussi tendu la main. Donc c'est tout ce que tu peux, tout ce qui te forme en tant qu'homme. C'est le regard d'un ancien quand t'as 20 ans et qui va te donner un conseil. C'est toi-même qui deviens un ancien à 30 ans et qui va te donner des conseils à un gamin de 20 ans. C'est toute cette transmission, en fait. Et le but de la vie, c'est la transmission. Donc, on s'est transmis des émotions, on a gagné des titres, on était détestés partout en France. Et on n'était pas trop connus à Paris, à part dans le Marais, avec les calendriers. Et puis, on avait une vie sociale extraordinaire dans un rugby qui se découvrait professionnel. Donc, tous les éléments étaient réunis pour réussir à Paris. Donc, je me suis formé, certes, au fil des cicatrices, mais grâce à tous ces gens qui, m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, quoi. Le sport m'a permis de grandir, ouais. Ok. Bah écoute, il y a beaucoup de choses là dans tout ce que tu viens de dire. On va essayer de reprendre Oui. les éléments un peu un par un. Avant tout, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu es tombé dans le rugby. Ça m'intéresse de savoir ça. Parce que je crois que t'es Picard, c'est ça? Ouais, je suis Picard, donc c'est pas du tout une terre de rugby. Mes parents n'ont pas du tout le gabarit rugbyman. Mon père est pas très très sportif, ne l'était pas trop. Et j'avais fait du ping-pong, je bouffais les balles, j'avais fait du judo, j'avais pété 2 clavicules. Et je me souviens que mon père était dans le salon. Ma mère était dans la cuisine et mon père dit à ma mère mais qu'est-ce qu'on va faire de lui au niveau sportif, faut qu'il sait, voilà, j'étais extraverti, j'avais déjà foutu le chat dans le feu, je soulevais le canapé du salon à 4 ans, donc voilà, j'étais dynamique, et puis j'avais la chance de vivre dans un petit village où c'était toute liberté, quoi. Tu prenais ton BMX et tu te baladais dans le village. Enfin voilà, j'étais voilà un petit super-héros au milieu de ce village. Et puis à 7 ans, mon père m'a amené très naturellement sur ce terrain de rugby à Beauvais. Ça a été Anne-Marie Lenormand, ma première entraîneur de rugby, et j'ai découvert le rugby, mais comme on découvre la vie, quoi. Tu vois, comme j'ai découvert les bières à 14 ans, comme j'ai découvert les clopes à 15 ans, comme j'ai découvert le sexe à 16 ans au fond d'une tente bourrée à 6 heures du matin. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'étais pas prédestiné à être rugbyman professionnel parce que je ne rêvais pas à ça. Mais ça a été une découverte hallucinante et pour conclure, j'ai encore mon meilleur ami aujourd'hui qui s'appelle Luc, qui est dentiste à Rodez, avec qui j'ai commencé le rugby et il a 4 enfants, j'en ai 2 et on est encore amis aujourd'hui. Donc voilà, pour moi c'est ça le rugby. Mon premier souvenir de rugby aussi, c'est ce terrain en pente, c'est Beauvais, c'était au mois d'août en 87 avec mon père qui me regarde et moi qui découvre le rugby. Je le découvre très naturellement. Ok. Ouais. Et t'as eu, on sent que t'en parles quand même avec beaucoup d'émotion et beaucoup de passion. On peut pas nier l'émotion en tout cas dans ce que tu dis. Est-ce que déjà quand tu commences, est-ce que tu te souviens un petit peu de la première fois que t'as chaussé les crampons et les émotions un petit peu qui t'ont parcouru à ce moment-là, même si bon pour un enfant c'est difficile. Ouais, non, mais c'est pas difficile. Moi je me souviens de gratter mes crampons. Tu sais, t'avais 6 brosses accrochées autour de chaînes. Il y avait toujours de la terre par terre. Et puis t'avais les juniors qui étaient passés par là, donc t'avais les grands qui étaient passés par là, donc il fallait bien que tu nettoies tes chaussures. T'as l'odeur du vestiaire. T'as les McDo retournés tous les week-ends après les matchs. T'as la sensation de super-héros quand t'es sur le terrain et que tu traverses le terrain. Et puis t'as tes potes, enfin et comme je le dis, t'as dans le rugby, t'as une race, c'est l'humain. Il y avait toutes les couleurs. On jouait à côté d'une cité, donc t'avais des blacks, t'avais des rebeux, t'avais des blancs, t'avais des jaunes, t'avais du blanc rosé, il y avait de tout. Et c'est ça dont je me souviens. Et c'était énorme, quoi. C'est le moment, comme tu dis, dans l'insouciance où tu découvres un sport extraordinaire. C'était magique. La vie un peu, quoi.
Hein? Tu découvres la vie aussi. Ah ben oui, On oui. sent Et puis que alors, c'est une école de la vie quand même. dans une je ville, trouve. le rugby, c'est ça, c'est l'école de la vie dans une vie de groupe. Tu sais, c'est toujours cette allégorie du bus où tu l'as vécu, hein, Barthélémy, quand tu montes dans un bus, t'as les managers, derrière t'as l'intendant. Alors ça, c'est pour le rugby professionnel, c'est celui qui te lave le short et sans qui tu jouerais à poil. Derrière, t'as les introvertis. En général, c'est les piliers, les deuxièmes lignes. C'est ceux qui mettent la tête là où tu mettrais pas les mains. C'est les Ok. introvertis, mais en général les plus compétents sur le terrain, en tout cas. Ouais. Et plus t'avances vers le fond du bus, plus t'as les petits cons. Ok. Je sais pas toi où t'étais assis. Moi, j'étais tout de suite assis au fond du bus, au milieu. Et voilà, j'ai toujours été là à faire le con. Et c'est vrai que à l'image de la vie, c'est comme dans la vie, il y a des introvertis, il y a des extravertis. Ben, l'allégorie du bus, elle est géniale parce que t'as de tout dans un bus, t'as tous les gabarits. Et puis voilà, faut faire front pour aller gagner à Angers, pour aller gagner à Vesoul dans le Loir-et-Cher. Et tu vas conquérir un stade, un pays. Nous, on joue en Picardie quand on arrive à Paris, capitale de la mode et du monde occidental. On prenait le périph', on avait l'impression d'être les rois du monde, quoi. Et on retournait après dans notre petite Picardie après avoir pris une branlée contre Neuilly ou d'autres équipes. Mais c'était et c'était magique. Ouais. Ouais. Bah, franchement, on sent il y a eu des histoires impérissables. Moi, tu me rappelles plein de souvenirs. Mais pour la petite histoire, moi, j'étais pas au fond du bus. J'étais, on va dire, Au milieu. je faisais le lien entre l'avant et l'arrière. Tu vois, je D'accord. sais que je passais souvent dans le bus. Le chauffeur m'aimait pas trop parce que j'étais souvent debout et je faisais souvent le pont entre tout le monde. Donc effectivement, j'ai peut-être un peu une personnalité à vouloir rassembler les gens et Ouais. aussi à vouloir bien me faire aimer des plus introvertis et des gros blagueurs. Tu jouais quel poste? Hein, moi, j'ai joué à l'aile et j'ai joué à demi d'ouverture. J'allais te le dire, à mon avis, tu devais être demi, quoi. Tu vois, t'es la transition entre les avants et les trois quarts. Ouais, j'ai commencé Ouais. à l'aile parce que j'étais vraiment très frêle quand j'avais 18 ans. Et en me musclant, j'ai pu passer un petit peu au centre et terminer à l'ouverture. Donc, Cool. voilà. Mais tu dis aussi que tu avais une personnalité particulièrement de clown. C'est quelque chose qui revient qui revient assez souvent dans ce que tu dis. Que tu étais un peu celui qui prenait les jeux, qui était un peu le meneur dans la connerie. Ça se sent un peu quand tu parles, mais concrètement, ça donnait quoi alors Raphaël quand il avait 15 ans c'est celui qui faisait toutes les conneries avant les autres? Non, parce que j'avais quand même un panel d'abrutis qui était autour de moi et on c'était une équipe, donc j'avais du monde. Mais c'est vrai que j'étais leader dans la connerie, mais même à l'école. Je mettais des grandes nuquettes au premier de la classe, j'étais au fond de la classe, j'étais pas mauvais en plus comme élève, mais je m'arrêtais toujours à la limite de la connerie ultime. Je me suis jamais fait virer de cette fameuse institution du Saint-Esprit à Beauvais, mais j'étais toujours à la limite de la connerie et te donner des exemples, je les citerai pas les mecs, mais en arrivant à Paris, c'était des concours de branlettes dans l'avion avant d'atterrir. Je vais loin, mais c'était le bouffon de la bande, c'était le croche-patte. Hein? C'est un peu les clichés du rugby, mais c'est Oui, vrai. oui, mais C'est vrai. mais c'est cliché. Et après, c'est la vie de groupe qui fait que c'est les 10, je dirais les 10 couvercles de yaourt collés sur le dos d'un joueur, et puis le mec va s'entraîner avec les 10 couvercles de yaourt. Et voilà, c'était manger, c'est tricher, c'était de se faire dégueuler à 6 heures du matin pour faire marrer tout le monde. J'étais une vraie caricature de clown. D'ailleurs, quand je m'asseyais devant la grande glace de la salle à manger depuis tout petit, ma mère disait tiens, il y a Narcisse qui s'assoit face à son miroir. J'étais dans l'extraversion, j'étais tout le temps à faire le con. Ça a dû être très fatigant pour mes parents, mais d'un autre côté, ça a formé ma personnalité dans le monde du rugby, et puis ça m'a aussi aidé après à grandir. Donc cette vie de clown, elle m'a plu. Ouais, après elle est tu sais, derrière les clowns, en général, il y a toujours un visage triste, et ça, on aura l'occasion d'en parler, mais toute cette vie de meneur dans la connerie, je l'assume complètement. J'étais une bonne caricature de bouffon, le bouffon de la bande, ouais. On va revenir un tout petit peu sur le sport là, parce que effectivement j'ai envie de parler du après, mais pour bien comprendre un peu quelle est ta carrière, tu t'es rendu compte toi quand tu signes ton contrat pro et qu'il y a Bernard Laporte dans les tribunes, tu te rends compte que tout ça devient sérieux, parce qu'on a l'impression qu'avant c'est un peu l'insouciance de la jeunesse et les conneries de l'adolescence, tu vois. Je les ai fait aussi, hein. Je suis pas du tout dans le jugement. Au contraire, c'est quelque chose qu'on partage, même si moi c'était un peu plus tard que toi. Tu te rends compte que ça devient sérieux, que ça va devenir ton métier et que tu vas devenir une figure un peu plus publique et avec des engagements et des responsabilités. Non, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. J'ai signé à 19 ans et 1 mois mon contrat pro. Je touchais 2 fois ce que mes parents touchaient eux deux.
J'étais déconnecté, j'ai très vite roulé dans des bagnoles de sport, j'ai vécu des choses extraordinaires. Puis j'ai été starifié très rapidement, c'est-à-dire qu'on me comparait à John Alomou, on me comparait à Tana Umaga, sauf que John Alomou, il fait 1m96 et 118 kilos, et moi je faisais 1m86 et 100 kilos. Mais je croyais en cette comparaison aussi. J'ai eu la chance de jouer dans un club qui se découvrait professionnel, mais qui a révolutionné aussi le rugby. Donc j'étais au milieu d'une constellation de stars. Il y a eu les calendriers, il y a eu les pom-pom girls, il y a eu une vie de starification éphémère qui m'a. J'ai pas chopé le melon. Je pense pas avoir eu des attitudes vraiment de connard. Mais j'ai été pris à mon propre jeu et puis dans une dynamique en fait où le Stade Français gagnait, où j'étais une star parmi des stars, donc je prenais ce qu'on me donnait, mais je ne me suis pas mis dans la dynamique de faire carrière, à la différence d'amis qui ont fait carrière pendant 16 ans, 17 ans, comme Pierre Rabadan, qui a fait une carrière absolument magnifique, qui a été capitaine du Stade, qui a 5 titres de champion de France et qui a un parcours aussi atypique. Mais moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'étais extraverti et que je faisais le con. J'étais à 200% en muscu, à 200% sur le terrain à l'entraînement, à 200% dans les bringues, à 200%. Donc il y a un moment où la machine s'est enrayée. En plus, pour tout avouer, Bernard Laporte, qui en 98 voit mon gabarit, dit avec 100 kilos, tu seras le meilleur. J'ai 18 ans. T'as 18 ans. J'ai 18 ans, je fais 92 kilos. Un an plus tard, j'ai 19 ans, je fais 100 kilos. J'ai pris 8 kilos de muscle en un an sans me doper. Pourquoi je te raconte ça, c'est que c'est là, ouais, c'est important parce que j'ai jamais pris de produits produits dopants, mais la question est pas là. C'est ta figure tutélaire que tu as pendant 18 ans, qui est ton père. Du jour au lendemain, tu vas dans un club où ta figure tutélaire devient ton entraîneur. Si ton entraîneur te dit bouffe de la merde pour faire ci, ben, je l'aurais fait. Là, j'ai pris 8 kilos de muscle en un an. Ce qui fait que la machine s'est enrayée parce que tu as la notoriété d'un côté, tu as aussi inconsciemment tes parents qui sont là 2 week-ends par mois, donc ça te met aussi la pression. Moi, j'étais en mode sauveur, donc tu as envie de sauver ton équipe, tu as envie de sauver le monde. Je marquais 3 essais par match à Beauvais, j'avais envie d'en marquer 3 aussi tous les samedis soirs à Paris devant 10 000 personnes. Et voilà, tout cet excès en fait a fait que la machine s'est enrayée. Une blessure, une autre blessure. Et puis quand tu fais le compte, au bout de 6 ans, ça fait 6 opérations en 6 ans pro et aucune finale loupe et aucune finale de jouer. Donc j'ai été complètement dépassé par ce statut de sportif de haut niveau, par cette starification et puis par cette envie d'appartenir au groupe qui, je faisais plus les premières et deuxième mi-temps, je faisais plus la troisième mi-temps, donc la machine s'est enrayée comme ça aussi. Ouais, ok, ouais. Et il me semble que tu avais dit que tu avais vu ton médecin et qu'il t'avait dit que ouais, tu avais des muscles de taureau, quoi, mais que derrière, tu avais toujours des os d'humain et que c'est un peu ce qui arrive à pas mal de rugbyman ou même dans les sports de combat aussi. Hein. C'est que généralement, on prend une masse musculaire hyper rapidement et que derrière, le corps suit pas, quoi. Ouais, j'avais, mais j'ai toujours eu cette sensation, mais après, c'était d'être un gamin dans un corps trop grand, en fait. Quand on me disait, t'es rugbyman professionnel, toi, je dis non, je suis pas rugbyman professionnel, je joue au rugby. Et j'avais un gabarit aussi hors de la norme. C'est-à-dire que je prends très rapidement du muscle, donc, tout a été hyper rapide. Mais oui, c'est là où j'en veux plus au rugby parce que j'ai fait le deuil, parce que je suis passé à autre chose, mais j'ai été victime d'un rugby qui se découvrait professionnel, j'ai été victime d'un système aussi. Le problème, c'est quand tu regardes les responsables en face et que tu leur dis, mais vous avez fait ça de moi aussi. J'ai ma part de responsabilité, mais vous aussi. Les mecs te laissent en victime et te disent, mais non, mais c'était de ta faute. Tu picolais, tu faisais trop ci, tu faisais trop ça. Et il y a d'autres facteurs qui entrent en compte et qui n'ont pas été d'ailleurs pris en compte à ce moment-là. Donc j'avais un corps trop musculeux, j'étais trop excessif et on ne m'a pas canalisé. En tout cas, je n'ai pas trouvé la bonne figure tutélaire pour me canaliser. Parce que Bernard Laporte, en fait, je ne l'ai en entraîneur que 6 mois. Après, il devient entraîneur de l'équipe de France. Le Stade Français entre en autogestion et j'ai plus de figure tutélaire. Donc, je m'en suis recherché une à travers mes entraîneurs. Sauf que la machine, c'était de toute façon enrayé. Et puis, comme je dis, très excessif et très extraverti, je n'acceptais pas l'autorité non plus. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que j'ai une carrière un petit peu atypique et caricaturale. Ouais. T'as eu combien de blessures en tout ? J'ai eu 6 opérations en 7 ans et j'ai loupé 7 finales de mes clubs. Alors de mon club au Stade Français, c'est 6 finales. Et la 7e, c'est au Racing en 2007-2008 où je loupe la finale d'accession en top 14. Je joue pas la finale non plus. Donc j'ai loupé 7 finales en tout et j'ai eu 6 grosses opérations. Ouais. Donc c'est sûr que ça fait en 6 ans, ouais. Ça fait un gros palmarès médical, quoi. Ouais, de chat noir. Un bon gros palmarès de chat noir, ouais. Exactement. Et est-ce que tu penses que ça aurait été différent si tu avais été dans un club parce que là on se le dit, c'était au Stade Français
t'es à un moment où le Stade Français est sûrement tu l'as dit, hein, ça se professionnalise, il commence à y avoir beaucoup d'argent, il y a des médecins, on mise sur des gros physiques et sur des gros gabarits. Il y a un stade, il y a les pom-pom girls comme tu l'as dit. L'équipe gagne tout. Voilà, top 14, championnat d'Europe. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent dans une équipe peut-être qui n'aurait pas été le Stade Français? C'est toujours difficile, hein, mais... Ouais, voire impossible, parce que l'histoire de Melaví, je me la suis racontée sous toutes les coutures, donc après 10 ans d'introspection, j'ai accepté mon sort et j'ai accepté ce qui m'était arrivé, donc j'ai beaucoup de mal avec les si. Ouais. Si j'avais joué à Clermont-Ferrand quand j'arrête le rugby en 2005, qu'il y a Clermont et Perpignan qui me voulaient, j'aurais pu continuer ma carrière. Ouais. Mais je pense qu'il était temps de s'arrêter, parce que j'étais en train de me détruire. Oui, ça aurait pu être différent si à 18 ans j'avais signé à Nîmes comme j'aurais pu le faire, pardon. Oui, ça aurait pu être différent si à 19 ans on m'aurait peut-être laissé une année de plus aussi pour me former aussi, pour m'apprendre à faire des passes, pour m'apprendre en fait à jouer au rugby. Ouais. Vraiment. Oui, ça aurait été complètement différent. Mais avec des si, je serais pas là face à toi. Ouais, bah, la question un peu sous-jacente de ça, c'était de dire est-ce que tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu penses pas que cette starification ça accélère aussi le fait que des petits jeunes qui sont pas encore bien dans leur peau, bien dans leur corps, et bien on va dire un peu une structure mentale assez costaud. Est-ce que tu penses pas que la starification ça quand même ça accélère ce processus là quoi? En tout cas, moi, ça a accéléré et il y a d'autres joueurs qui ont été starifiés dans d'autres clubs. Je pense à Fred Michalak un an plus tard au Stade Toulousain, sauf qu'il y avait une structure en fait autour. Ouais. C'était le Stade Toulousain. Le Stade Français se découvrait professionnel. Le Stade Toulousain, t'avais un historique derrière. Le Stade Français était parti de Fédéral 3, remonté en 5 ans, champion de France en 98. Enfin, il y a une espèce de montée en puissance jusqu'en 2007 avec... je veux dire, on accumule 6 titres de champion de France en 10 ans, entre 98 et 2008. Donc ça a été monstrueux. Oui, et puis il y a Paris, et puis il y a tout ça derrière. Donc il est certain que si j'avais été dans un club plus structurant, j'aurais fait sûrement une autre carrière. J'étais l'espoir du siècle en 2000, dans un journal qui s'appelle Le Midi Olympique. Et puis à côté de l'article, tu avais Seb Chabal, Fred Michalak, Josion, Aurélien Rougerie. Moi, j'étais en haut à gauche, marqué en noir, Raphaël Poulain de l'espoir du siècle. J'ai encore l'article. Et tous les mecs, en fait, maintenant, quand je prends du recul, tous les mecs qui sont dans cet article ont été en équipe de France, sauf moi. Ouais. Donc, c'est mon parcours. Après, je l'accepte. Ça a été difficile, ça a été dur. J'étais aux portes de l'équipe de France, mais j'ai perdu les clés. Et voilà, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais il est clair que la starification, et je le dis toujours, il n'y a pas d'éducation d'autorité. Aujourd'hui, on critique les footballeurs, on critique tous ceux qui ont de l'oseille, on critique les sportifs. Mais t'as pas une éducation d'autorité. Enfin, la plupart des sportifs débarquent de petits villages, de petites villes, arrivent à Paris ou dans des grosses structures. On leur apprend pas à communiquer, on m'apprenait pas à communiquer, on m'apprenait pas à gérer mon argent. Voilà, j'étais ruiné à 26 ans. Et c'est des choses qui arrivent. Sauf que le regard extérieur, ça même, mais si Poulain, il est pas trop picolé, il aurait fait une autre carrière. C'est tellement facile, mais c'est réducteur. Sauf que on donne pas la possibilité aux gens de voir le sportif différemment. Ouais. Donc on le laisse dans une caricature de il a pris de la coke. Je parle pas pour mon cas, mais il a trop picolé. S'il avait pas fait ci, s'il avait pas fait ça. Mais c'est un quart du tiers, de la moitié du tiers d'une histoire d'un sportif. Parce que t'as les parents derrière, t'as l'éducation derrière. Il y a tout ça derrière. C'est qu'est-ce que tu portes aussi sur le terrain. Il y a tellement de facteurs. Ouais. Et à quel moment du coup tu décides de mettre fin à tout ça, quoi? Est-ce que je me souviens plus trop dans ton histoire. Je sais que t'arrêtes le Stade Français, tu pars au Racing. Tu fais une année au Racing, c'est ça? Alors j'arrête au Stade Français le 11 juin 2005 à 23h45. On perd la finale contre Biarritz. Et en fait, 4 jours avant, le Stade Français et Max Gozzini en tête et Fabien Galtier me disent qu'ils ne me gardent pas. Ok. Donc 4 jours avant la fin du championnat, j'apprends par le Stade Français que le club ne me garde pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois, la question déjà difficile qu'on se pose à 18 ans, moi je vais me la poser à 25 avec un bagage de blessures, un bagage de grands moments sportifs, un bagage énorme, et de me dire à 25, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Si je continue à me détruire, j'allais me détruire. Je pense que j'étais pas canalisable aussi à ce moment-là. J'étais en colère, j'en voulais au rugby, j'en voulais à pas mal de monde. Donc je décide d'arrêter ma carrière et je dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'avais fait du théâtre à 14 ans avec Madame Van Arcelard, ma professeure de français en 4e, et je dis je vais devenir comédien. Mais j'étais plus en quête de lumière et de reconnaissance que de devenir vraiment comédien incarné.
Et j'ai fait 2 ans, j'ai fait du théâtre et du cinéma, j'ai joué dans un petit film, j'ai fait une pièce de théâtre avec Adjani, et puis au sortir de ce film, j'ai voilà la question encore, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'avais pas de casting, tu vois, j'avais un gabarit un peu hors norme, et j'avais envie que les gens me voient pour ce que j'étais à l'intérieur, mais je ne savais pas qui j'étais. Je me suis dit, la solution de facilité, je vais reprendre le rugby, j'avais encore le gabarit. Sauf que le rugby avait évolué et le Racing me propose un contrat, et je remercie d'ailleurs Jackie Lorenzetti et Pierre Berbizier qui m'ont fait confiance, et j'ai fait une dernière année au Racing en 2007-2008 où j'ai fait 8 petites déchirures, j'ai pas joué un match de l'année et j'arrête définitivement ma carrière de rugbyman le 31 juin 2008 après 7 ans de bons et loyaux services. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment dans ta tête? Tu as déjà un peu rebondi avec le reste. J'ai l'impression que l'adrénaline, c'est toujours un peu la lumière, on va dire. Tu l'as dit un peu, mais c'est un peu ça qui t'attire. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand le rugby s'arrête? Alors, il y a derrière la quête de lumière, il y a la quête de reconnaissance. Et derrière la quête de reconnaissance, il y a le manque de confiance en soi. Ça, c'est pour l'avoir étudié après. Ok. Mais il s'avère qu'au milieu de cette saison au Racing... Retenez bien les auditeurs. On est au début, là. On est au début du voyage, là. En gros, pendant 27 ans, j'avais été dans l'extraversion et grâce à un mec qui s'appelle Richard Esco, qui est journaliste à l'équipe et philosophe, j'ai découvert la philosophie. Donc, en gros, c'était à la bibliothèque François Mitterrand. On était en train de boire un chocolat chaud. Je lui raconte mon histoire, telle que je viens de vous la raconter. Et puis là, il me dit, écoute, Raphaël, t'as été dans le paraître pendant 27 ans. Il va falloir que t'ailles découvrir l'être, qui tu es à l'intérieur. Et le but dans ta vie, ce sera de trouver l'équilibre entre ce que tu représentes et ce que tu es. Et là, il me tend un bouquin de philosophie qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry. C'est les 5 grands mouvements philosophiques. Et là, je tombe en introversion. J'avais été extraverti pendant 27 ans, je tombe en introversion. Et ça va durer 5 ans. C'est-à-dire que là, je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais qu'est-ce que je vais être dans ma vie. Et donc, pendant 5 ans, je me plonge dans des bouquins de développement personnel, dans des bouquins de philosophie, de psychologie, de mythologie. Je reprends des études de coaching mental, non pas pour devenir coach mental, mais pour comprendre ce qui m'était arrivé et déstructurer un peu le monde occidental qu'on m'avait vendu. Là, aujourd'hui, on est dans mon salon, tu vois, Barthélémy, j'avais un canapé de 2 mètres sur 2, et face à moi, j'avais mon plasma. Et à côté de mon plasma, quand je tournais la tête, j'avais Paris avec vue sur la Tour Eiffel. Et dans ce salon, Barthélémy, j'ai vécu 5 ans. J'avais peur de sortir de chez moi. J'étais enfermé dans mes livres. Le seul moment où je sortais de chez moi, c'était pour faire mes courses. C'était pour aller boire un coup avec la femme que j'avais rencontrée, ou c'était pour écrire la nuit dans Paris ou d'aller travailler au Resto du Cœur. J'ai fait 5 ans d'introspection pour déstructurer un petit peu le monde qu'on m'avait vendu et le monde auquel j'avais participé. Dans le paraître avec les calendriers, j'ai vendu un fantasme de réussite humaine à travers l'argent, la gloire, la notoriété. J'étais un dieu du stade. Sauf que ça ne me convenait pas pour moi, un petit Picard qui débarquait à Paris. J'avais besoin de me réapproprier mon histoire. Donc tu sais, quand un sportif arrête sa carrière, qu'est-ce qu'il fait de son corps ? Qu'est-ce qu'il fait de ses émotions? Qu'est-ce qu'il fait de son fameux grand mental, le mental de guerrier ou de guerrière que l'on a? Et qu'est-ce qu'on fait de sa spiritualité? C'est-à-dire qui croit en nous et en quoi on croit? À un moment de ta vie où à 28 ans, tu es soi-disant un homme en pleine réussite, moi je le suis, j'ai vécu cette réussite fantasmée, mais c'est pas la vie. Je suis en train de déstructurer à travers tous ces livres ce monde de fantasmé que j'avais vécu à 20 ans. Donc je m'étais formé une carapace physique pendant 27 ans de mec hyper gaillard, et pendant 5 ans, je vais me former une carapace psychologique de mec super intelligent, en théorie. Sauf que, tu sais, on le sait, quand un sportif et une sportive s'arrêtent aussi, il a vite fait de tomber aussi en dépression, et il a aussi vite fait de tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, qui sont des addictions pour pouvoir remplir toutes ces émotions qu'il ne vit plus sur le terrain ou à l'entraînement. Moi, je suis tombé dans la philo. Sauf que la philo, c'est tout aussi dangereux que la coke, parce que je suis devenu con et dogmatique. Et que le jour où j'arrête le rugby, je rencontre une jeune femme qui s'appelle Julie, qui va prendre toute mon introspection d'après-carrière dans la gueule. 20 ruptures dans la gueule. Elle va faire son chemin aussi dans Paris pendant 5 ans, et moi je fais mon chemin ici, enfermé dans ce salon. Donc une fois de plus, en théorie, j'avais le très très bon discours, mais dans la pratique, je te donne un exemple, je faisais des conférences en entreprise, j'avais le bon discours, le masque tombait, je rentrais chez moi et je me comportais comme un connard à domicile avec ma femme. Donc j'avais le bon discours à l'extérieur, mais je remettais le masque du connard, et voilà, parce que perdu dans mon introspection, perdu dans ce monde aussi de fantasmes auxquels j'avais appartenu. Et donc là, la réalité crue, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? Parce que je suis dans le faire et je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure de mes prises de conscience qu'il faut déjà se sentir bien avec soi-même et être bien avec soi-même. Ouais. Ce qu'on nous apprend pas. Et comment tu t'es rendu compte que t'étais con et dogmatique? Parce que tu vois, là, tel que je te vois, je vois quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui rigole, quelqu'un qui est très cultivé aussi. La frontière avec con et dogmatique est très faible. Ah ben elle est faible. Comment est-ce que tu l'as passé? Comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Donc comme je t'ai dit, pendant 5 ans, de juin 2008 à, on va dire, à septembre 2013, où je suis sur un voyage en solitaire sur mon canapé, tu vois, c'est Zarathustra qui se perche en haut d'une montagne. Et en fait, tu sais, en mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est sa part féminine en mythologie. Tu sais, c'est le guerrier qui va rentrer dans la forêt et qui va se battre contre des ronces, qui va se battre contre l'obscurité. Mais il ne se bat pas contre l'obscurité, il se bat contre sa propre part d'ombre. Pour pouvoir ressortir en fait de cette forêt entier, non plus pourfendu avec cette part masculine patriarcale qui étouffe, mais aussi sa part féminine de vulnérabilité, de sensibilité, qui n'est pas une faiblesse, mais qui est en fait une force. Moi, ma femme va me révéler en me plaquant. C'est-à-dire que le 18 septembre 2013, elle m'appelle, elle était dans le sud de la France, elle m'appelle, elle me dit, écoute Raphaël, t'es devenu un gros con, c'est fini. Et là, je suis rentré en dépression. C'est le principe de dépression, c'est quand t'es constamment sous pression. Et moi, je l'étais depuis tout petit à jouer des rôles trop grands pour sauver mes parents, qui eux avaient vécu des choses assez traumatisantes et qui m'ont refourgué inconsciemment. C'est les bagages qu'on peut porter. Moi, j'ai voulu sauver Julie, sauf que je suis devenu son bourreau. Je lui ai imposé des choses. Je lisais un bouquin sur le tofu. Je faisais 100 kilos, elle en faisait 50. Je lui disais, Julie, il faut que tu bouffes du tofu pour maigrir. Tu vois le truc? Ah, je vois ce que tu veux dire. Donc le dogme, c'est d'autant plus dangereux. C'est pour ça que le dogme dans les religions, c'est dangereux. Moi, je l'ai expérimenté. Et oui, c'est dangereux parce que j'aurais pu tuer Julie. Et heureusement qu'elle m'a mis voilà, elle est arrivée avec une petite aiguille et le mec intelligent s'est complètement dégonflé. Donc là, je suis rentré en dépression et il a fallu soit changer. En général, on veut changer le monde, mais on n'accepte pas de changer soi-même parce que la remise en question est toujours très difficile. Donc j'ai eu de la colère, j'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu à Galtier, j'en ai voulu à mes entraîneurs, j'en ai voulu à mon président, j'en ai voulu à Julie, qui elle aussi avait sa part de responsabilité dans notre relation, parce qu'elle était certes victime de mes comportements, mais moi pendant ces 5 années, j'ai aussi été victime de sa jeunesse, donc le tort était partagé. Mais à ce moment-là, j'ai de la colère envers tout le monde, même mes tartines qui tombent tous les matins du mauvais côté. Et jusqu'au moment où il a fallu tomber au fond du bocal et puis se rendre compte en fait que j'étais pas victime ou coupable des situations dans lesquelles je m'étais mise, mais que j'étais co-responsable. Ouais. Et là, le mot responsabilité, il prend tout son sens. Et j'aime bien cette allégorie du bocal. C'est, je vais parler justement aux gens qui nous écoutent. C'est, imaginez en fait à votre naissance, vous êtes une mouche. Ah ouais, je connais. Tu vois, ouais. Elle est géniale cette allégorie. Entre cette la mouche et la guêpe. Hein? C'est la mouche et la guêpe? Non, pas du tout. Vas-y. Non. En fait, t'as une mouche. Voilà. À ta naissance, t'as une mouche et paf, tu rentres directement dans un bocal. Donc tu sais pas que t'es rentré dans un bocal. C'est transparent, donc tu comprends pas pourquoi tu peux pas aller découvrir le monde. Mais en fait, tu prends des parois invisibles. Et tu restes dans le bocal. Et en fait, les parois que tu prends dans la gueule, c'est les rôles que tes parents te mettent sur le coin de la gueule. Les rôles que ton éducation judéo-chrétienne, si t'es français de souche, persuadé d'être tout droit sorti des couilles d'Astérix, c'est tous ces rôles-là que tu joues. C'est les rôles que tu joues pour la société. Introverti, extraverti, homo, hétéro, femme, homme. C'est toutes les caricatures qu'on peut représenter de comportements que l'on a tous en nous et tout en nous. C'est tous ces rôles que tu joues. Et puis à un moment, en fait, la dépression, c'est tu prends une énième claque dans la gueule qui te fait tomber au fond du bocal. C'est le burn-out. C'est la dépression, c'est le bout de la dépression. Moi, ce moment-là, en fait, je l'ai vécu le 28 décembre 2013. J'ai fini à l'HP, à l'hôpital psychiatrique de Clermont, où je suis mort le 28 décembre 2013, d'une partie de moi-même. Donc, si je suis cette mouche, je suis au fond du bocal, et en fait, je regarde autour de moi, je vois rien. Sauf qu'en levant la tête, tu vois un cercle. Donc tu te remets à voler. Tu reprends une petite paroi, c'est parce que tu retombes toujours un peu dans tes excès, mais ton objectif, vu que tu as vu le cercle, c'est d'aller sur le cercle. Tu vas. Et à un moment, tu t'assois sur le cercle. Tu prends de la hauteur sur ta vie. Tu regardes tous les rôles psychologiques que tu as joués à l'intérieur de ce bocal. C'est tu fais le bilan un petit peu de ta vie. Et surtout, tu regardes à l'extérieur l'univers. Donc tu te rends compte de tous les rôles psychologiques que tu as joués, mais surtout que l'univers, il est grand, il est vaste, et que tu es capable de tout. Sauf que l'univers, il fait peur. Donc qu'est-ce que tu fais dans les moments de dépression? Tu repars dans le bocal. Parce que ça fait flipper. Mais tu sais que tu t'es appuyé, tu t'es assis sur ce cercle,
et que cette sensation, elle est géniale. C'est la confiance en soi. Donc moi, ce processus de dépression, j'y suis rentré le 18 septembre 2013. Je suis tombé au fond de la gamelle, mort d'une partie de moi-même. Et après la mort, dans la religion catholique par exemple, t'as la renaissance. La renaissance, c'est d'arrêter de dire que c'est toujours de la faute des autres. C'est de commencer à se regarder en face, accepter ses compétences et ses faiblesses, accepter sa part de vulnérabilité, accepter d'être un être humain parmi 7 milliards. Arrêter d'objectaliser les autres pour qu'ils répondent justement à tes névroses d'enfants meurtris, dans la séduction avec une femme ou avec un homme, par rapport à tes entraîneurs, par rapport à toi N+2, par rapport à tout ça. Trouver ta place. Sauf que la société ne t'apprend pas à ça. Pourquoi ? Parce que si tu commences à penser par toi-même, tu peux remettre en question un système. Et que la plus grande peur de l'être humain, c'est de se retrouver seul face à soi-même. C'est pour ça qu'on se remplit de matérialisme, d'émotions, de cul, d'alcool, de tout ça. Parce qu'il y a un moment, quand tu te poses face à toi-même, que tu acceptes le silence en toi, c'est là où tu commences à devenir dangereux. Ouais. Donc ce voyage-là, ce processus, je l'ai vécu, mais dans la névrose, parce que là, tu te confrontes quand t'es dans la forêt, plongé dans la forêt à te battre contre les ronces. C'est Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est pas les autres, c'est l'image que tu t'en fais avec tes propres peurs. Bien sûr. Sauf que moi, les peurs que j'ai foutues sous le tapis que tu vois là, elles sont toutes ressorties d'un coup. Ouais. Des envies de meurtre, des envies de tuer, mais c'est cette part d'ombre qu'il a fallu regarder. Et quand j'ai accepté ma part de responsabilité, quand j'ai accepté de me pardonner véritablement le connard que j'avais été, mais aussi le bon mec qui avait été manipulé, bah, j'ai décidé d'acheter un vieux combi Volkswagen et de reconquérir ma femme. Voilà. C'est le début de la renaissance. C'est le début de la renaissance. Mais j'avais besoin de renaître à moi-même avant de renaître à travers le regard de ma femme. Bien sûr. Parce que sinon on va toujours chercher dans le regard de l'autre des choses qu'on n'accepte pas en soi. Ouais. Et c'est le grand problème des relations humaines aujourd'hui, c'est qu'on reste dans une forme d'amour éros qui est la passion, la destruction. Et l'amour philae, c'est l'amour de soi et l'amour de l'autre dans sa différence. Mais pour aimer l'autre dans sa différence, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même avec ses forces et ses faiblesses. Et je parle d'amour, je parle pas de sexualité, je parle pas de tout ça, je parle d'avoir une vraie bonne estime de soi. Et quand on voit la complexité, en fait, dans tout ça, de se connaître soi-même, la question que je vais te poser, Barthélemy, c'est qui sommes-nous pour juger les autres ? Les autres, on ne les juge qu'avec le prisme de nos peurs, de notre éducation et tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'individualisme, de racisme. L'autre fait peur. Mais ce sont tes peurs que tu projettes. Exactement, ouais. Ouais. Mais écoute, je sais pas si tu connais ce livre, mais je viens de terminer un livre qui s'appelle Les lois de la nature humaine. Non. Par un grand monsieur qui s'appelle Robert Greene, qui a écrit beaucoup de... Je vais me l'acheter. Et c'est assez passionnant. Ouais. Il explique un petit peu les biais qu'on a, justement, et pourquoi est-ce qu'on projette nos peurs sur les autres. Et il explique pourquoi on le fait de manière animale et tout. Il a écrit énormément de bouquins sur la psychologie, donc je pense qu'il te plaira. Ah ben je prends, mais tu sais, moi les rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont amené aujourd'hui face à toi, c'est dans des discussions comme ça qui en fait à dire ah ouais mais tu connais Dan Millman, tu connais cet auteur-là, tu connais Efes, tu connais Ferry, Ouais. Donc c'est exact. Je prendrai note d'ailleurs au sortir de notre échange. Je vais noter, je vais me le commander dès aujourd'hui parce que tu vois les livres et les éveilleurs de conscience que j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ma vie m'ont permis de devenir ce que je suis. Donc c'est au bout d'un moment, la théorie elle est belle. Après il y a aussi la mise en pratique derrière. Il faut la vie, il faut expérimenter la névrose, il faut expérimenter la dépression parce qu'elle est bonne la dépression. La dépression est bonne. Le mot dépression en lui-même, c'est dépression. Le fait d'être sous pression, la dépression est bonne. C'est que tu lâches. T'es dans un espèce de puits. Tu peux plus t'accrocher à tes parents. Tu peux plus t'accrocher à ta nana. Tu peux plus t'accrocher à rien. Je me suis laissé tomber. Ouais. La chute, elle est dure. Elle est vertigineuse. Tu t'accroches à quoi? Tu vas t'accrocher à un verre d'alcool. Tu vas t'accrocher à un paquet de clopes. Tu vas t'accrocher à ta nana qui a refait sa vie avec un autre. Tu t'accroches à ça. Puis à un moment où tu te laisses tomber. Parce qu'il faut devenir son propre sauveur et son propre héros avant de vouloir sauver le monde, quoi. Tout le monde veut sauver le monde. On est en colère, mais il faut déjà se sauver soi-même. Ouais. Et quand tu touches à ça, c'est génial. Puis qu'est-ce qu'elle est belle la vie quand t'as touché le fond du bocal, je trouve. Ouais. Moi, je l'ai touché un peu aussi, quasiment il y a un an, jour pour jour, tu vois. Et depuis, je revis. Franchement, chaque matin, tu vois, même là, pour venir te voir, voilà, j'étais sur mon scooter, j'ai pris les quais de Seine. Ça m'a rappelé 1 milliard de souvenirs et je me suis dit, mais c'est beau la vie quand même. C'est cool, tu vois. Je me suis rappelé faire ce triathlon à Paris, mon premier triathlon sur les quais de Seine avec le vélo. T'es dans un peloton, il y a 50 mecs qui te roulent dessus, qui te donnent des coups de coude et tu flippes parce que si tu te casses la gueule, tu sais que t'es fini. Et t'es à 50 à l'heure, ça va à fond. Bah, ça m'a rappelé ça, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau en fait quand tu touches un peu le vivant, quoi.
Ah ouais, et de ce que tu me racontes, je pense que ce sera d'autant plus beau si tu refais un triathlon dans Paris avec la conscience que tu as aujourd'hui, avec la saveur que tu as aujourd'hui. Tu fais les choses de manière inconsciente avant, et c'est ce qui fait rêver le monde. Mais si tu arrives, et c'est pour ça que je parle de coaching mental dans le sport, c'est que si tu arrives à trouver ce plaisir, la connaissance de soi et ce plaisir, cette bonne source de motivation, t'es meilleur. Ça, c'est certain, t'es meilleur parce que tu ressens les choses. Et l'être humain avance en prenant des claques dans la gueule. T'as pris une claque, t'es tombé, tu te relèves. C'est comme quand j'ai perdu ma mère. Il y a un moment où tu te rends compte en fait que tu ne peux plus objectaliser les gens parce que les gens ne t'appartiennent pas et qu'en fait un jour ou l'autre, les gens autour de toi peuvent disparaître. Bien sûr. Là, tu sors de l'adolescence, tu sors de l'enfance et là, tu te rends compte en fait que ouais, tu peux perdre les gens, quoi. Et donc cette saveur, elle est d'autant plus palpable quand tu prends ce genre de claque dans la tronche parce que c'est des claques nécessaires pour te faire grandir, pour te rendre responsable et puis pour avoir cette autre saveur. J'ai la chance d'être père aujourd'hui. J'ai pris des claques dans la gueule parce que ça te bouleverse complètement. J'ai un exemple à donner qui me marque, c'est qu'à 8h20, je dis à mon fils, putain, dépêche-toi, faut que je t'emmène à l'école alors que je fais du sport à 9h. Okay. Il doit être à l'école à 8h30 et je le stresse pour qu'il soit à l'école à 8h30. Pourquoi je le stresse? C'est mon stress que je lui faut que c'est un exemple. Mais qu'est-ce qu'on refourgue à nos enfants aussi? C'est un petit exemple parmi des milliards d'exemples qu'on peut avoir au quotidien avec nos enfants. Ils ont besoin de notre temps, ils ont besoin de notre attention. Et c'est eux le futur. Donc qu'est-ce que je veux leur transmettre? Et je suis content d'avoir fait ce voyage-là parce que je me suis libéré de beaucoup de poids de mes parents, de mes grands-parents et de ce que je trimballais. Et que je fais ce travail-là. Mais il est dur, hein. Ouais. Il est dur au quotidien parce que tu t'es enregistré et plus tu avances dans le temps, plus il faut t'enlever des névroses au pied de biche. Et quand t'es là... Quand t'as des enfants, c'est compliqué en plus. Ouais, mais... Ça ressurgit, la pression. Mais ma femme le vit aussi et c'est vrai que c'est... Ouais, c'est bouleversant, mais c'est chouette. Et voilà, je parle de ma femme là, voilà, je lui rends hommage parce que tu vois, c'est ce cliché de femme au foyer, elle fait un travail que je ne pourrais pas faire. Déjà, de mettre au monde, nous, on se prend pour des cadors parce qu'on a fait 3 pompes et 2 abdos. Et quand tu vois ce que c'est que de mettre un enfant au monde, on est des enfants de cœur. Et puis derrière, cette passion qu'elle a par rapport à ses enfants, et enfin par rapport à nos enfants, voilà, elle fait un vrai travail au quotidien qui n'est pas palpable, qui n'est pas quantifiable, mais qui est vital en fait pour la vie de nos enfants et moi aussi pour mon business. Même. Mais complètement. On peut pas éduquer les enfants, on va pas les éduquer avec des machines, nos enfants. Exactement. Et tout ce qu'elle leur donne aujourd'hui, moi je me dois aujourd'hui d'être reconnaissant par rapport à ce travail qu'elle fait. Je fais pas partie de la génération de. Et pourtant mon père faisait la vaisselle et faisait beaucoup à la maison, mais de cette génération d'hommes en fait qui ne font rien. Voilà, c'est d'être au soutien aussi. Tu vois, en amour aujourd'hui, on a vite fait de jeter quand ça va plus. Nous, on s'est jeté 20 fois. La 21e fois, ça a été chaotique. On s'est foutu sur la gueule, psychologiquement. Mais on a appris à se respecter, on a appris à s'écouter, on a appris à se pardonner, à pardonner à l'autre, à demander pardon, ce qui est d'ailleurs très difficile, parce qu'on a toujours tendance à demander à ce que l'autre s'excuse, mais de jamais balancer des excuses. Parce que ça demande une vulnérabilité, ça demande une remise en question. Et nous, on a fait ce voyage-là, et on commence à y toucher au quotidien par des moments qui sont assez géniaux, qui sont des petits moments, mais qui nous montrent en fait qu'on a fait les bons choix aussi de se remettre ensemble à ce moment-là donné de nos vies. On a 2 enfants et ça va. Ouais. Ça t'a appris quoi la paternité? Je te pose la question parce que moi j'ai un fils qui a 6 ans là et j'attends le deuxième avec une autre femme qui va arriver là dans quelques semaines. Wow. On commence le 8e mois là, donc c'était le stress. On avait une écho ce matin et c'est marrant que tu parles du fait qu'on fait 3 pompes et 2 abdos et on se prend pour les rois du monde parce que ce matin du coup on prend les mesures, la radiologue nous dit il fait déjà 1,8 kg. On fait le calcul, on fait oh putain il va sortir à 4,2 kg, 4,4 kg. Moi mon premier fils ça fait 4,4 kg et là je vois ma petite ma conjointe qui commence à tourner de l'œil et dire c'est pas possible, je vais pas le faire. Et moi je lui dis mais t'inquiète, ça va aller. Et là c'est la radiologue qui me dit qui m'a regardé en disant soyez rassurant quand même. C'est pas vous qui le faites, c'est pas vous qui allez faire cette affaire-là. Mais du coup voilà, je suis beaucoup porté sur ces questions de la paternité. Et je voulais savoir toi qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que j'imagine un milliard de choses là, il se touche la tête, il se dit oula putain, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Parce que c'est tellement vague, mais déjà le plus beau moment de ma vie, ça a été la naissance de mes fils. C'était fort, intense, et c'était de l'amour véritable avec ma femme. C'était fort. Après tout ce qu'on avait vécu, c'était quand même voilà
un cheminement, c'est un travail d'équipe en fait. Ouais. De prendre la décision de faire un enfant, mais ça te tombe sur le coin de la gueule. Moi, je me souviens que Julie travaillait pour Médecins sans frontières. Elle était à Mâcon, elle me dit viens passer le week-end. Je me pointe à Mâcon et elle soulève la couette et en fait j'avais une test de grossesse et 2 petits chaussons et là ça te tombe sur le coin de la tronche. Mais j'ai appelé mon meilleur pote Luc, j'ai appelé mes parents. Enfin non, j'ai pas appelé mes parents, mais j'ai appelé mon meilleur pote. J'ai dit parce qu'il lui en avait 3 à l'époque. J'ai dit putain Luc, je vais être papa. Bon, pour lui c'était mais je me souviens encore du lieu, tu vois, il y avait un espèce il y avait une grande maison, je me vois marcher dans l'herbe, ça piquait les pieds mais je sentais rien, j'étais sur un nuage. Et puis l'arrivée de cet enfant Léo à 9h28, je me souviens à 9h33, il pleure depuis 5 minutes, elle a une sage-femme de 60 ans qui rentre et qui dit ah bah ouais, tu vas voir mon pépère, la vie elle est dure. Et là, je lui ai balancé un espèce de ferme ta gueule à la sage-femme, mais tu vois, c'est sorti très naturellement. Ma femme venait de travailler depuis 10 heures, mon gamin vient de naître et elle lui dit la vie elle est dure. Arrête, dégage, fous le camp. D'ailleurs, elle est sortie. Mais ça t'apprend, je sais pas, ça ne va être que des mots, mais ça t'apprend la responsabilité, ça t'apprend, ça chamboule ta vie parce que c'est un quotidien où tu te lèves plus à 8h ou 9h ou 10h du matin, tu passes des nuits donc t'as la fatigue, et puis derrière ça t'as des moments où tu vois ton gamin s'éveiller à 8-9 mois complètement différent qu'à 2-3 ans, là il nous fait des colères le premier parce que le deuxième est arrivé à 9 mois, donc tu prends sa colère en pleine gueule, ma femme se fait taper dessus par ce gamin qui lui en fait est en rébellion, donc il faut arriver à comprendre sans être en réaction, donc ça veut dire aussi te dire que c'est toi le grand et celui le petit, sauf qu'il faut mettre aussi des limites que tu n'as jamais acceptées. C'est-à-dire que la frustration, et ça je me suis rendu compte avec Léo, c'est que la frustration qu'il faut lui apprendre, moi je l'ai jamais acceptée jusqu'à 33 ans. Les choses m'appartenaient jusqu'au jour où ma femme m'a dit c'est fini. Et là je me suis rendu compte que les gens ne t'appartenaient pas. Ouais. Et là, je suis en train de lui apprendre à 3 ans, chose que je n'ai pas acceptée à 33 ans, jusqu'à 33 ans. Je me dis, je vais en chier, et on va en chier pendant toutes ces années, parce que c'est vrai. Parce que lui, il découvre le monde, il a envie que tout lui appartienne, il a envie de faire les conneries, il a écrit sur les murs, il a fait Mais bon Dieu, c'est la vie, donc ça t'apprend la tolérance, ça t'apprend de ne pas essayer de l'éduquer comme tu aurais aimé être éduqué. Ah ouais. Et de lui laisser c'est super dur, ça. D'où l'importance de faire un petit travail en amont pour comprendre que moi, cette éducation judéo-chrétienne dans les années 80, elle m'a fait beaucoup de mal. La culpabilité de ressentir, de penser, de faire l'amour, voilà, la culpabilité du corps. J'ai pas envie de lui apprendre ça quand il arrivera à son adolescence et qu'il me posera des questions. Il va falloir que je fasse le deuil, justement, de cette éducation élevée au porno, voilà, où tu as l'impression que tu confonds l'amour et le porno. C'est un exemple parmi une éducation judéo-chrétienne où on t'apprend la culpabilité de grandir et penser, quoi. Ouais. Donc, il faut pas faire l'effet inverse. À lui laisser parce que c'est le grand problème. C'est quand t'as un parent qui est trop restrictif, t'as envie de lâcher la liberté, t'as envie de dire à tes gamins, moi, mes parents, ils ont fait ça, donc je vais faire complètement l'inverse avec toi. Donc il faut trouver l'équilibre entre ce qui a été bon dans les années 80, mais ce côté aussi capitaliste, néolibéral, où tout nous appartient. On ne peut plus aujourd'hui éduquer nos gamins en leur disant que tout appartient. Parce qu'on est en train de détruire le monde, justement, le fait de consommer à l'extérieur, on est en train de détruire le monde. Donc ça va être aussi obligé de lui apprendre à respecter les gens, à respecter la terre, à être connecté à la terre. Et je te dis ça alors que j'habite à Paris dans un appartement de 70 mètres carrés et que je consomme aussi comme un connard. Mais je suis en train d'en prendre conscience. Avec ma femme, on veut partir de Paris. On est aussi dans une dynamique où on consomme différemment et on a envie de faire notre part. Mais notre part, on va pas la faire qu'au présent dans notre quotidien à consommer différemment, mais aussi dans l'éducation de nos gamins. C'est con, mais aujourd'hui, tu punis des gamins. Pourquoi on la reprendrait pas à l'école à faire de la méditation? Tu vois, la punition serait de la méditation pour que tu te réappropries un peu ton histoire, ce moment aussi où tu peux réfléchir, tu vois, plutôt que de faire Donc, c'est tous ces petits moments, en fait, qui t'apprennent la paternité. C'est d'essayer d'apprendre et d'apprendre, tu vois, je te dis, on s'invente pas père, on s'invente pas homme, on s'invente pas femme, on s'invente pas parent. On le devient au fil des expériences et c'est en partageant comme on le fait là. C'est en partageant des expériences qui permettent aux gens de se dire « Ah, peut-être qu'on peut faire différemment. Peut-être qu'on peut aimer nos enfants différemment. » Et ça fonctionne. Donc, c'est à nous de jouer, en fait, la notion de jeu aussi, de rire, de se marrer. Moi, je suis devenu con et dogmatique pendant 10 ans. J'avais oublié de rire alors que j'étais le bouffon de la bande. Je suis en train de rééquilibrer ça, mais c'est difficile de retrouver cette légèreté dans un monde qui t'envoie du pulsionnel, tu consommes l'information négative parce que le négatif fait vendre, mais le positif fait pas vendre. Pourquoi on voit pas du Pierre Rabhi à 20h le soir à la télé? Non, on le voit à minuit, 1h du matin. Ouais, alors que t'as tellement de gens aujourd'hui qui font le bien, t'as tellement de gens aujourd'hui qui font du bien, qui véhiculent des bonnes valeurs, qui véhiculent des bonnes choses, qui sont dans l'action. Mais on ne voit que la merde au quotidien d'un système politique où nous, comme des cons, on est des adolescents persuadés qu'on va être sauvés par un mec comme Macron. Et ça, c'est le grand problème aussi de l'éducation judéo-chrétienne, où on a toujours l'impression qu'il y a un sauveur qui va venir nous sauver. Ouais. Mais il faut comprendre que quand tu te réappropries ton histoire, tu es ton propre sauveur.
Ouais, exactement. Tu deviens co-responsable. Faut avoir confiance en ton sauveur en plus. Ouais, faut avoir confiance en toi, mais après derrière le monde, voilà, mais je vais très très loin dans la réflexion, T'as raison. Mais ma volonté, c'est d'essayer de comprendre le monde que l'on nous vend et le monde dans lequel je vis, et j'ai envie non plus d'être spectateur de ce monde, j'ai envie d'en être acteur. Là, je suis en train de renaître là depuis quelques mois, je dirais maintenant, mais j'ai envie de partager tout ce qu'on est en train de partager là. Je fais des conférences, mais j'ai envie de partager tout ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer, comme je te disais, des Merlin enchanteurs, et je suis en train d'en devenir un humain. Ouais. J'aime mon histoire, j'aime le connard que j'ai été, j'aime l'excessif que j'ai été, j'aime l'homme que je deviens, donc j'ai envie de le partager pour inspirer les gens, non pas à penser comme moi, mais à leur dire qu'on peut faire les choses différemment, qu'ils arrivent à penser par eux-mêmes, à s'éveiller justement à une autre manière de fonctionner, une autre manière d'être aussi. Ouais. Et pour conclure, juste ma réflexion de là, c'est on nous a appris à faire bien, pour avoir bien, pour être bien. Pour être vu bien aussi. Pour être vu bien aussi. Et moi, j'essaye d'inverser le bordel, c'est déjà d'être bien, pour faire bien, pour avoir bien. Sauf que depuis tout petit, on ne m'a pas appris à croire en moi. Donc c'est déjà d'être bien avec moi-même, me sentir bien en confiance, pour ensuite être bien avec les autres, faire bien et avoir bien. Mais ça demande à restructurer un mode de croyance basé sur la consommation et le plaisir, c'est le bonheur. C'est faux. Ouais. Le bonheur, c'est un chemin, c'est un travail. Tu l'as vécu. Le fait que tu aies fait un burn-out l'année dernière, cette renaissance, la vie t'as plus les mêmes sensations, le goût, t'as plus les mêmes goûts. Tu touches à l'essentiel, quoi. Donnons la possibilité aux gens de toucher à l'essentiel. L'essentiel n'est pas dans un enjoliveur de bagnole, n'est pas dans un pétard, n'est pas dans des achats frénétiques et compulsifs. L'essentiel, c'est de trouver sa voie et de se sentir bien avec les autres. Mais déjà, de se sentir bien avec soi-même. Enfin, en tout cas, c'est ma réflexion pendant 10 ans et voilà ce qu'il en est sorti d'un homme moderne. Voilà. Mais en tout cas, ça me parle beaucoup, tu vois, tout ce que tu dis. Il y a eu, moi, une des grosses révélations que j'ai eues un peu, c'était de comprendre que finalement, on essayait, enfin, l'être humain de manière générale, tu vois, il avait des défauts, des qualités, et qu'une de ses qualités, enfin, une de ses qualités à la fois un de ses défauts, c'est d'avoir une vision très court-termiste du plaisir et une vision très long-termiste du plaisir. Et que on est en permanence toute la journée, tu as soumis à des pressions sur notre vision très court-termiste du plaisir. Tu vois, t'as parlé de porno, c'est de l'amour qui dure 10 minutes. T'as parlé d'acheter un nouvel enjoliveur, t'es content au moment où tu l'as acheté, et puis en fait le lendemain tu t'en fous de ton enjoliveur. En fait. Le plaisir, la dopamine, elle est plus là, tu vois, elle est partie. Et finalement toute la complexité. Alors je te demande, parce que t'as l'air d'avoir beaucoup réfléchi à la question, est-ce que tu penses pas que la complexité du bonheur, c'est de toujours essayer de voir plus loin que le bonheur que tu peux avoir à court terme. Et alors, en même temps, faut être heureux à l'instant présent, tu vois. Tu parles de paradoxe, mais tu parles de bonheur, et moi de ce que tu m'as cité, c'est plus le plaisir. Ce qui est hyper dur en fait de voir ce que je vois en ce moment et ce que je vis aussi en ce moment. C'est que moi dans les années 2000 où j'achetais 30 DVD par mois, 2 téléphones par mois, des bagnoles de sport et tout ça, donc j'étais vraiment dans la consommation, mais vraiment à l'extrême. C'est que aujourd'hui j'ai consommé de manière frénétique, pulsionnelle le matériel, et qu'aujourd'hui je consomme mon temps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien de social, mais mon temps, plutôt que de le passer avec des gens, je le passe sur les réseaux sociaux qui sont en fait des réseaux qui n'ont rien de sociaux. C'est-à-dire que le soir à 19h, et je me revois encore hier soir sur ce canapé où on est assis avec mon téléphone portable, avec ma femme est en train de jouer avec mes gamins. Et j'ai cette pulsion en fait d'appuyer pour voir ce qui se passe là, alors que ma réalité, elle est là. Et c'est ces prises de conscience qu'il faut avoir. C'est qu'on a consommé du matériel qui détruit la Terre, et qu'en fait, on est en train de consommer des réseaux sociaux qui détruisent les rapports humains. Ouais, tout à fait, ouais. Par ce côté frénétique de plaisir et de pulsion qui n'est pas le bonheur. Le bonheur, justement, c'est d'éteindre ton téléphone, de le poser à 19h et te dire je ne le récupérerai pas avant 9h le lendemain matin, et de prendre le temps avec tes gamins. Parce que ce temps-là, il est essentiel pour leur épanouissement. Ce temps-là, moi, je dois le donner à ma femme parce que j'en ai de plus en plus envie. Sauf qu'en m'enregistrant dans ce côté consumériste, je ne sais même plus comment faire. Je reste un éternel adolescent. Et être adulte, c'est d'arriver à poser un petit peu le cerveau et de profiter aussi un petit peu de la vie. Mais pas de profiter dans le côté pulsionnel plaisir, de profiter dans le bonheur qu'on met en place dans nos relations les uns avec les autres. Donc c'est de comprendre nos comportements, nos comportements, je dirais, dérivants, de les mettre en lumière, plutôt que de les foutre sous le tapis en disant mais c'est pas grave, je poserai mon téléphone demain. Non, là, à 19h05, j'ai posé mon téléphone et j'ai profité avec mes enfants. Mais ça demande de l'entraînement.
Ouais. Sauf que l'entraînement, et c'est peut-être ce que je retiendrai, la seule chose positive que je retiendrai de ma carrière, au-delà des rapports humains géniaux et des moments géniaux, hein, c'est qu'aujourd'hui, je commence à m'entraîner physiquement déjà à accepter mon corps, émotionnellement aussi à accepter aussi certaines parties de mes émotions et à changer mes comportements de manière très consciente. C'est-à-dire, là, comme je te disais, l'exemple du téléphone hier, de manière très consciente, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour moi, avec mes enfants, avec ma femme, qui est ma base, qui est mon équipe, qui est mon intimité. Et si ça se passe bien ici, quand je sors dehors, une chose après l'autre, je sais que ça se passera bien dans mon travail et au quotidien. Parce que déjà, je me suis entraîné dans l'intime. Et je sais que c'est possible. Parce que j'y touche, là. Donc, je peux rayonner à l'extérieur si déjà au quotidien, j'arrive à rayonner avec ma famille. Voilà. Je vais très très loin, mais c'est une vraie quête, en fait. La quête de bonheur, elle ne se fait pas dans le pulsionnel, dans l'achat. Elle se fait dans le partage, elle se fait dans l'échange, elle se fait dans la remise en question, et puis il y a un moment d'appuyer sur pause et de se dire qu'en fait ça va. Ouais. Parce qu'on est toujours de manière nostalgique à être dans la nostalgie du passé ou dans la peur de l'avenir qui est la peur de la mort qui nous empêche de vivre l'instant présent. Voilà. Donc on consomme, on consume, on confond, on infuse. Notre science est nos vies et on passe pour des buses. Voilà. Et ça vaut le coup de se poser des fois et de prendre une bonne grosse inspiration et de se dire que la vie est belle, quoi. Ouais, et ce qui est dur aussi, c'est qu'au moment où tu fais pause, bah, t'as le silence. Et le silence, il fait peur. Ouais. Il dérange. Moi, je rêve de commencer mon seul en scène avec 1 minute de silence, avec 200, 300 personnes face à moi. 1 minute de silence, où je n'ai aucune pensée qui passe. Et là, après, de partir. Mais juste de faire une pause. Et en fait, ce silence-là, il dérange toujours. Faut toujours faire quelque chose. Faut toujours être quelqu'un et faire quelque chose. Mais tu t'es déjà retrouvé dans la voiture de... Alors, moi, c'est une situation très particulière, mais tu t'es déjà retrouvé dans une voiture avec quelqu'un dont tu ne parles pas la langue et qui ne parle pas ta langue. Et ben, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que le silence avec quelqu'un, il peut devenir hyper malaisant. Parce que tu es avec quelqu'un, tu as envie de lui partager ton intimité, tu as envie de lui partager des choses, et en fait, tu peux rien lui dire. Et ça, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Et c'est un sentiment, tu vois, où tu te rends compte à quel point l'humain, il est tourné vers les autres, quoi. Si on est seul, on est malheureux. Et t'as quelqu'un à côté de toi qui peut pas te parler, tu peux pas le comprendre, mais t'as quand même ce besoin de vouloir communiquer, ce besoin de ça. Et le silence te rend presque mal à l'aise. Et moi, j'ai pas besoin d'être dans une bagnole. Il y a des moments ça m'arrive parfois, justement, mais avec ma femme ou avec des potes, parfois il y a un moment où il ne se passe rien et d'être mal à l'aise. Alors que mon but dans la vie, c'est d'arriver à vivre ces moments de manière à l'aise, parce que ça va. Ouais. Parce que ça va. Ces moments de silence, moi, je les recherche. Parce que j'ai 2 gamins qui sont des piles aussi, parce que j'ai une femme qui fait que tchatcher, mais je tchatche tout autant qu'elle. Mais je sais que quand je rentre, j'ai ce besoin de silence. Qu'il faut que j'arrive à m'accaparer de temps en temps, parce que sinon je vais demander du silence à mes fils et ça n'est pas le moment pour eux de faire silence. Ouais. Donc c'est aussi là aussi quand tu deviens parent et que de s'accaparer, je dirais, du temps pour soi. Si tu te l'accapares de manière consciente, t'as plus de facilité à te tourner vers les autres et de leur accorder du temps. Parce que t'as pu t'accorder un petit peu de temps. Sinon, c'est néchrophage. Sinon, t'es fatigué de tout. T'es fatigué de ta femme, t'es fatigué de tes gosses, t'es fatigué de ton boulot, t'es fatigué de ta vie. Mais si t'arrives juste à t'accaparer une demi-heure tous les matins, un petit peu de méditation et te dire juste méditation de pleine conscience, je vais bien, tout va bien, je m'accapare ce temps. Putain, tu te réveilles, il y a ton gamin qui vient te voir, tu le prends dans les bras plutôt que de lui dire laisse-moi dormir. Ouais. Donc ça demande une réorganisation de son temps. Et j'adore cette phrase, c'est Eckhart Tolle qui disait une chose après une autre. D'arriver à faire une chose et de la faire entièrement. De faire 2 heures de sport par jour, je le fais entièrement. Après, je coupe avec le sport, je suis avec ma femme entièrement. Et après, je suis avec moi-même entièrement, avec mes gamins entièrement. Mais une chose après l'autre. Sinon, on est constamment à penser à la chose d'après, on ne profite pas de l'instant présent. Et c'est un entraînement, et c'est ça le bonheur. Ouais. En tout cas, c'est ma vision du bonheur. Je vais pas dire c'est ça parce que ça fait très dogmatique et je retomberai dans mes travers d'avant. Mais j'ai pas envie. Mais c'est ma vision en tout cas du bonheur. C'est ce chemin de vie qui t'amène à un moment à faire pause et à te dire ça va. On va revenir un tout petit peu terre à terre là, parce qu'on on est parti loin mais je suis quand même curieux de savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. T'as mentionné que tu avais
que tu avais un diplôme de coaching mental. Est-ce que tu en as fait ton métier? On sent en tout cas que c'est quelque chose qui te passionne d'essayer de transmettre des choses et de vouloir donner des pistes de réflexion, donner des pistes de réflexion de vie. Du coup, voilà un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui et quels sont tes prochains challenges? Aujourd'hui, je fais des conférences en entreprise justement sous forme de storytelling où je raconte mes 39 années d'histoire. Telles qu'on a pu se les partager là aujourd'hui, tu vois, sur des anecdotes de vie, à la fois de l'expérience, de la théorie, des outils de coaching aussi, parce que cette formation de coach mental m'a permis de rencontrer le triangle de Karpman, tu vois, c'est les jeux psychologiques qu'on peut jouer les uns avec les autres en amour, en amitié et dans le travail. J'ai appris la communication non violente, j'ai appris la courbe de deuil, tu vois, pour changer, tu vois, les moments de changement, en fait, t'as le déni, la colère, la tristesse. Le fond de la gamelle, le fond du bocal, après l'acceptation et puis la résilience, voilà, le futur est de faire de son passé une force. Donc tous ces outils de coaching, je les ai théorisés et je suis en train de les expérimenter. Donc là, au quotidien, au moment où je te parle, je les expérimente. Okay. Donc j'ai cette conférence qui évolue au fil du temps parce que j'évolue aussi, même s'il y a un début, un milieu, une fin. Aujourd'hui, je fais pas mal de conférences en entreprise. Je pense que j'en suis à 80 depuis 4 ans. Sauf que les 80 depuis 4 ans, ça n'a été que du bouche à oreille. Et ma volonté aujourd'hui, c'est de l'industrialiser parce que je crois en moi, je crois en mon discours. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est tournée vers le changement. Elle se pose des questions sur les rapports humains qu'on vit à l'intérieur de l'entreprise, aussi le sens qu'on donne aussi à la performance. Donc, j'ai des clés de compréhension qui ne sont pas les clés parce que je ne suis pas dogmatique, je ne suis plus dogmatique. J'ai des clés de compréhension et l'idée, c'est de les partager. Donc, en entreprise, aujourd'hui, ça cartonne. C'est du bouche à oreille. Et le deuxième projet, c'est de monter sur scène. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Et la veille de son départ, je me souviens, j'avais ses mains dans les miennes et on parlait de la vie. J'ai eu la chance d'échanger avec ma mère pendant 11 années absolument magiques sur le cancer, sur la maladie, sur la psychologie, la spiritualité. Et la veille de son départ, elle me dit, écoute, t'as le bon discours pour tout le monde en entreprise, mais c'est quoi ton rêve de gosse? Tu veux faire quoi, toi? Et je lui dis, maman, écoute, moi, depuis des années, je veux être à la fois équilibré, à la fois sur scène et dans la vie. Je veux monter sur scène pour raconter mon histoire. Et elle me dit, vas-y. Mon père rentre dans la chambre, mes sœurs rentrent dans la chambre, elles nous regardent, et elle nous dit, je pars demain matin. Il est 9h le lendemain matin, elle ferme les yeux. À 9h15, on voit le dernier souffle. De ce jour-là, j'ai décidé que je monterais sur scène. C'est à la fois pour elle, c'est pour moi, pour aller aussi au bout de quelque chose, que comme je l'ai raconté, j'ai pas joué une finale de mon club, donc ce serait un petit peu ma finale, ce serait un petit peu mon bouclier de Brennus, ce serait un petit peu non pas ma récompense, mais d'aller au bout de quelque chose, avec beaucoup, beaucoup de sens, parce que, et pour ma mère, et pour moi, et pour ma femme, et pour mon père, et pour mes sœurs, et pour mes amis, ma volonté de partager, et puis aussi de m'ouvrir un petit peu au monde, tu vois, c'est Zarathustra qui redescend de sa montagne, avec des messages un peu philosophiques, avec une bienveillance, avec de la compassion. Je rêve de monter sur scène. Alors j'avais un producteur jusqu'il y a 2 semaines, mais il m'a présenté un metteur en scène avec qui je ne me suis pas entendu artistiquement, même si humainement c'était super. Donc j'ai eu la capacité de dire non. Donc aujourd'hui je n'ai plus de producteur, je n'ai plus de metteur en scène, j'ai pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que tu me vois, sur mon compte il doit y avoir 500 balles, j'ai plus de conférences et je suis heureux. C'est-à-dire que je crois en moi, je crois en mes conférences. Je crois en ma femme aussi, parce que je la mets aussi dans la boucle parce qu'elle croit en moi depuis des années et que elle doit aussi continuer sa formation de stylisme haute couture, c'est son rêve. Donc on va y arriver, on y arrive déjà dans l'éducation de nos gamins. Et voilà, j'ai 2 objectifs, c'est de faire 4 conférences en entreprise par mois et de monter sur scène à partir de septembre. Ce sont mes 2 objectifs principaux dans ma vie professionnelle que je tente d'équilibrer avec ma vie intime et personnelle. Donc je dirais le challenge que m'a lancé ma mère, j'y arrive déjà en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'arrive à être équilibré entre ce que je représente maintenant au quotidien dans mes conférences et aussi dans ce que je suis au quotidien avec ma femme et mes gosses. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression de faire le grand écart. Parce que tu sais bien, Barthélémy, le grand écart, ça fait mal aux couilles. Et qu'avant, dans le paraît, j'avais le bon discours, mais comme je l'ai expliqué, j'avais le mauvais discours au quotidien, j'étais un connard à domicile. Donc j'essaye d'équilibrer les deux. Et ouais, je trouve mon bonheur là-dedans. Donc, si je me projette dans un an, j'aurais fait, on se revoit dans un an, j'aurais fait 4 conférences par mois. Donc 40 ou 48 conférences, une cinquantaine. Ouais. Et je serai sur scène. Et puis voilà. Et puis il y a une belle surprise à la fin de la première, mais que je ne peux pas dévoiler
Voilà, le soir de la première, j'ai une surprise assez forte. Ok, très bien. Voilà. Bah écoute, ouais, puisque tu parles de conférence, là, mardi, je vais petit déjeuner avec un ancien sportif de haut niveau, alors j'ai oublié son nom, qui a monté une boîte qui s'appelle Square Champ. Ouais. Je sais pas si ça te dit quelque chose, je lui toucherai un mot. Tu lui fais écouter le podcast. Bah ouais, avec plaisir, exactement. Mais en tout cas, ouais, eux, ils placent des sportifs en entreprise, donc il faut, si t'as des petits... Si tu passes par des agences, je sais que ça peut très bien marcher pour certains. Et je sais qu'il y a des sportifs qui, en passant sur ce podcast, ont eu des propositions derrière. Bah c'est cool. Et je remercie les auditeurs, en tout cas, qui les ont contactés parce que c'est vraiment bien, quoi. Moi, je suis content pour les sportifs qui peuvent derrière aller rencontrer des entreprises, aller rencontrer des employés et pouvoir partager leur aventure. Donc, Et pour avoir écouté un peu ce que tu fais depuis des mois maintenant, t'es un passeur de valeur. Et comme je le disais, le but de toute vie, et j'ai appris ça dans Lucie, je sais pas si t'as vu le film de Luc Besson qui s'appelle Lucie. Bien sûr. Et il y a un moment où Lucie, donc l'actrice Scarlett Johansson, pose la question à, comment il s'appelle ce Black qui joue dedans, j'allais dire Denzel Washington, mais pas du tout. Non, mais oui, très connu. Ouais, très connu, on va retrouver. Ouais. Donc Lucie pose la question à ce mec-là et lui dit mais c'est quoi le but dans la vie? Et lui répond en fait c'est la transmission. Qu'est-ce qu'on se transmet les uns les autres? Je pense que si au sortir de ce burn-out, tu fais ce que t'aimes et ça se ressent. En tout cas, moi, j'ai écouté certains de tes podcasts, ça te ressent dans ta volonté de partager, d'échanger, de t'en inspirer, d'inspirer aussi les gens. Et puis, pourquoi pas créer du business aussi. Et c'est plutôt cool. Donc, en tout cas, merci de me donner la parole parce que, ouais, on est au bon endroit et ce moment, il est plutôt agréable. C'est cool. Ouais. J'ai l'habitude à la fin de terminer les épisodes par une petite série de questions. Ouais. Le modèle, c'est un petit peu un peu, soit tu peux y répondre du tac au tac, soit tu peux les approfondir. Tu vas voir, c'est un peu, ça fait un peu réseaux sociaux. Hein. Tu m'excuses d'avance. Vas-y. Mais en tout cas, j'aime bien parce que et les auditeurs aiment beaucoup parce que ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur toi et de voir un peu qui tu es et d'apprendre des choses, quoi. Bien sûr. C'est quoi une bonne journée pour toi? D'avoir pris le temps avec mes fils le matin, d'avoir bien bossé sur mes projets, d'avoir pris le temps aussi un petit peu de temps aussi avec ma femme et puis de m'endormir avec une bonne fatigue. Voilà, et d'arriver à des moments donnés dans la journée de me dire ça va, tout va bien, ça va. C'est ça une bonne journée. Exactement. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport? Je crois que tu nous l'as raconté au début, mais... Ouais, c'est la finale Réchelle, jouée avec une équipe de malades, avec des frères. On a fait les 20 ans d'ailleurs au mois de juin de l'année dernière. On a fêté les 20 ans du titre, c'était tout aussi magique. Voilà, les bouffons du bar étaient restés les bouffons du bar. Enfin, tout le monde était à sa place et c'était un théâtre de vie assez exceptionnel. Donc ce serait 20 ans après. 20 ans après, aux mêmes endroits, avec des calvities, avec des moustaches, avec des barbes blanches, mais voilà, les mêmes et toujours le même bonheur de se retrouver, ouais. C'est quoi ton pire souvenir? Ouais, la rupture avec ma femme, ouais, le 18 septembre 2013. Ça a été un enfer parce qu'elle méritait pas ça et je méritais pas ça et j'ai appris qu'on était en amour, on était des épiphénomènes les uns pour les autres. Ouais. Mais si j'avais à en vouloir à quelqu'un, c'est pas à ma femme, c'est à tout ce système en fait qui m'a vendu un fantasme de vie et voilà. L'amour, à mon avis, ne doit pas être associé à de la dépendance psychologique et physique. Okay. C'est pas ça l'amour et c'est ce que je pensais. L'amour c'est bien autre chose et ça se travaille aussi comme le bonheur. Donc le pire moment, je pense, ça a été le 18 septembre 2013, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans les vestiaires? Non, il se dit tout dans le vestiaire et d'ailleurs tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, donc voilà. Ouais, très bien dit, très bien dit. Bel échappatoire aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments décisifs dans ta carrière ou dans ta vie? Dans ma vie, 9 ans, premier électrochoc où je vais dans cette école catholique. Je comprends pas pourquoi mes parents m'ont enlevé de ma petite école où je me levais à 8h pour être à 8h30 à 200 mètres de chez moi. Et là, il fallait que je me lève à 6h pour être à 8h moins le quart à 500 mètres de l'institution du Saint-Esprit où on m'apprenait à croire en un mec les bras en croix, saignant,
pseudo miraculeux qui changeait l'eau en pinard et les cailloux en poisson. Donc c'est le premier électrochoc, 18 ans, l'arrivée à Paris, parce que tous les matins je me levais avec mon marronnier centenaire et du jour au lendemain je me suis levé avec vue sur l'arche de la Défense. 27 ans, l'arrêt du rugby, parce que découverte de la philosophie, donc la découverte d'un autre monde, c'est le début de l'introspection. 33 ans, la rupture, donc la mort et la renaissance, alors en même temps que j'avais l'âge du Christ, donc c'était symbolique, mais à 33 ans, je dirais l'arrivée de mon fils aussi à 36 ans, et l'arrivée de mon deuxième fils, voilà, et puis ouais, la reconquête de ma femme aussi, notre capacité aujourd'hui à faire front avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on s'est mis dans la gueule, je pense qu'on peut être fier de nous, donc voilà, les moments décisifs, ils sont aussi au quotidien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu avais une idole étant plus jeune? Ah, j'ai jamais idolâtré quelqu'un. Ah ouais. C'est vrai, Ouais, j'avais. T'as pas le personnage de quelqu'un qui va avoir des posters dans sa chambre. Non, j'avais des posters de mobilette dans ma chambre. Ouais, ok. Des posters de 103 SPX. Ok. Ah, j'étais un peu un beauf, ouais. J'arrive à Paris, j'étais blond décoloré, je me suis fait un piercing j'ai un tatouage, donc j'étais un vrai Blair Picard quand même. Mais ne parle pas comme ça, attends. Hein? Non, dis pas ça, c'est pas parce que t'as un piercing et un tatouage que tu... Non, mais ça c'est ma vision que j'ai de moi-même, c'est-à-dire que je suis arrivé à Paris, j'étais blond décoloré, enfin j'étais roux décoloré parce que la teinture avait mal décoloré, j'avais un piercing, un tatouage, je roulais dans des bagnoles de sport, donc j'étais un Blair Picard. Mais c'est l'image que j'ai de moi-même et je suis content d'en être passé par là. C'est un jugement avec beaucoup de compassion et beaucoup de tendresse pour l'adolescent que j'étais à 18 ans. Quand ma femme, elle voit des photos de moi à 18 ans, elle me trouve dégueulasse. Et j'avais une sale gueule, c'est vrai. Et c'est assumé. C'est aussi cette part aussi qu'il faut assumer de soi-même et cette autodérision. Ah. Ouais, je te comprends. Ah ouais. Je rouvre les questions. Est-ce qu'il y a... je pense que t'en as cité quelques-uns, mais j'aimerais bien savoir, c'est quoi les livres que tu offres à tout le monde ou que tu recommandes à tout le monde? Est-ce qu'il y a un livre que tu as offert à plein de gens ou est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes à tout le monde? Bah, et le mien, déjà, je l'ai offert à plein de gens parce qu'il était gratos. Putain, on n'a pas parlé de ton livre. C'est pas grave, le contenu du livre est un peu dans tout ce qu'on s'est raconté là. Non, plus sérieusement... Le héros au mille et un visages de Joseph Campbell, qui a inspiré pas mal dont la trilogie du Seigneur des Anneaux aux États-Unis, Le guerrier pacifique de Dan Millman, Conversation avec Dieu de Niels Donald Walsh. Il y en a plein. C'est des rencontres et des coups de cœur, quoi. J'ai le Bardo Todol aussi. C'est les morts tibétains. Mais tout ça, c'est à travers ma quête. Donc j'ai rarement offert des livres parce que ce qui est délicat dans ton introspection, c'est quand tu la partages avec des gens qui sont en rupture de première alors que tu es en train de passer la seconde. C'est toujours un peu délicat. Tu passes pour le sauveur, tu passes pour un bourreau. Tu sais, c'est un petit peu ce genre de discours qu'on a depuis tout à l'heure. Ce qui est délicat quand tu le mets au niveau des médias, ou en tout cas quand t'as envie de le partager avec le plus grand nombre. Soit on te fait passer pour un gaucho révolutionnaire, soit pour un gaucho révolutionnaire qui a envie de révolutionner le monde. On te laisse dans une case comme ça, justement. Regardez, il veut sauver le monde, mais alors que ce discours-là, je pense que c'est universel. Ce qu'on vient de se raconter, c'est universel. C'est l'histoire d'un homme parmi 7 milliards qui a pété plus haut que son cul pendant des années inconsciemment et qui aujourd'hui essaie de devenir quelqu'un de bien, quoi. Et donc dans ce système de pensée, je dirais, arriver à avoir confiance en soi quand tu te sens seul parmi la multitude, c'est délicat quand même. Donc tous ces bouquins que j'ai pu lire, je les distille, en tout cas, je les partage avec ceux qui sont... Tout le monde est capable d'entendre ce genre de discours. Mais pas à n'importe quel moment. Pas à n'importe quel moment. Parce que si tu arrives trop tôt dans la vie de quelqu'un, il peut te prendre pour soit un mec comme dogmatique, soit comme un sauveur et te regarder comme ça. Combien de fois j'ai vu en sortant de conférence des gens qui venaient me voir les larmes aux yeux en me disant c'est génial, c'est super. Ouais. Mais il y a ce côté dogmatique qui peut être dur aussi, de se prendre aussi pour un autre. Moi, je me suis inconsciemment pris pour Jésus avant de me faire plaquer. J'avais le bon discours. Hein, Donc, c'est des moments de vie, en fait. C'est des moments de vie où tu vas rencontrer un Merlin l'Enchanteur comme moi j'ai rencontré et qui va me faire penser à un bouquin. Là, on est sur un pied d'égalité, toi et moi. Donc, tu vas me reciter le bouquin que je vais me l'acheter parce que il t'a fait du bien. Et je vais pas l'acheter pour te faire plaisir. J'ai vu qu'il t'a fait du bien
il va me faire du bien à moi, parce que on n'est pas à savoir qui a la plus grosse. Non, on est dans un partage. C'est de l'amour philae. L'amour philae, c'est de l'amour d'âme, c'est de l'amitié. On se voit pour ce que l'on est. Tu me partages un bouquin, je suis au même niveau que toi et je me dis ouais, en fait, si t'as fait du bien, il va me faire du bien. Mais que si tu n'es pas équilibré, je dirais, t'as vite fait de chercher un sauveur et de pas le prendre de la meilleure des façons. Okay. Je sais pas si j'étais très clair encore, mais voilà. Pour moi, en tout cas, si. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Pas à Paris, ou peut-être à Paris dans cet appartement, mais avec je dirais un lieu de vie à l'extérieur, à la campagne et surtout dans le sud. Un lieu de vie, Paris pour le boulot et parce que j'y ai encore des amis. Ça c'est pour le lieu physique, avec un enfant en plus, marié et on verra. Tu sais, quand je lance mes projets, j'en parle à un pote qui est très cartésien, très carré, Pierre. Et je lui dis, bon, j'aimerais bien monter le one man show, j'aimerais bien monter sur scène. Et là il me dit, ouais, mais après. Tu vois, qu'est-ce qui va t'arriver dans un an? Mais en fait, tout mon travail jusqu'à aujourd'hui, c'est d'arriver à me dire une chose après l'autre. Je vais déjà vendre ma conférence, atteindre ce rêve de monter sur scène, et on verra ce qui se passe après. Mais t'as toujours besoin de rassurer les gens dans du après. Et moi, dans 10 ans, mis à part le lieu géographique, vraiment envie de partir de Paris, surtout en ce moment. On a vraiment envie de bouger avec ma femme. Vraiment, parce que ça fait 20 ans que j'habite dans cet appart. Vraiment envie de bouger, avec un enfant en plus. Après, pour le reste, oui, marié, c'est important. Donc voilà, c'est 3 choses qui seraient essentielles pour moi. Mais dans l'ordre, mariage, enfant, et ça dans les 2 ans à venir. Okay. Tu vois, 10 ans, c'est peut-être un peu trop loin, tu vois. Donc, dans les 2 ans, ce serait pas mal. Et monter sur scène. Donc, attends, je récapitule. Marié, un 3e enfant, monter sur scène, à l'extérieur de Paris. Ça, dans les 2 ans, ce serait super. Voilà. Fais attention, on est enregistré. Je te rappelle dans 2 ans. Ah ouais, mais carrément. De toute façon, je me fixe ces objectifs-là et c'est trop cool. Est-ce qu'il y a encore une chose qui te fait peur? D'ailleurs, je devrais enlever le encore dans cette question parce que on a tous des choses qui nous font peur et on n'essaie pas forcément de supprimer les peurs. Sincèrement, non. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants, en fait. Mais j'en fais pas une névrose, tu vois, j'en fais pas un but ultime. J'ai peur pour leur avenir, parce que aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes, ceux qui sont au pouvoir, médiatique et politique, se rendent pas vraiment compte de leurs responsabilités dans le monde dans lequel on vit, et c'est eux qui ont aussi les cartes en main. C'est certes nous en tant que citoyens, mais c'est aussi eux, et on est dirigé par des irresponsables. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Le changement climatique aussi. Mais je suis assez motivé pour surmonter ces peurs-là et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Je suis vraiment dans une forme de renaissance où j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Ça passera par le one man show, par les conférences. Je suis parrain d'une association aussi qui s'appelle Oval Citoyen, où on fait de l'insertion des migrants, des jeunes SDF par le biais du rugby. Donc j'essaie de m'impliquer. Mais je donne mon image pour le moment et le jour où je serai confortable financièrement, je m'impliquerai beaucoup plus. Parce que j'ai vraiment besoin, je pars vraiment de la base de l'intime pour faire bouffer ma famille et quand c'est confortable pour moi, vraiment, et ça c'est un de mes objectifs, c'est je ne veux pas être qu'un prête-nom pour Oval Citoyen, je veux aussi pouvoir m'impliquer parce que j'ai été dans des squats et j'ai vu ce que c'était et que quand on a un toit, quand on a le frigo plein et que quand tes gamins vont bien, on est sacrément privilégié aujourd'hui, donc c'est bien de s'en rendre compte. Ouais, c'est clair. Voilà. Et juste pour, je sais pas si t'as lu Sapiens, mais je te recommande le. Ah, je l'ai, j'ai toujours pas lu, c'est mon beau-père qui me l'a filé. Faut que tu le lises. Ouais, c'est l'évolution de l'homme. Et si t'aimes bien l'histoire et que t'aimes bien un peu la mythologie, tu vas adorer. Mais petit aparté, avant dernière question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je crois que tu l'as mentionné tout à l'heure en plus, mais. J'ai jamais accepté qu'on me donne des conseils. Je supporte pas quand ma femme, tu vois, me dit ce que j'ai à faire. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, vraiment. Mais dans des partages comme ça, je les prends pas comme des conseils. Tu vois, le partage que j'ai vécu avec Richard Esco en 2007, quand il me dit t'as été dans le paraître pendant 27 ans, il va falloir que t'ailles découvrir l'être.
Mais ça a été d'une révolution, ça a été d'une force. J'ai mis 12 ans, voilà, le voyage il a été long, enfin j'ai mis 39 ans. Mais il n'y a pas eu de conseil, il y avait une vraie bienveillance, tu vois. C'est comme, tu vois, c'est ce côté mentor que j'aime bien. C'est comme à 14 ans, Madame Van Arselaar qui m'a fait découvrir le théâtre, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est ces gens-là, en fait. C'est ces Merlin l'Enchanteur et ces femmes aussi qui m'ont révélé à moi-même, quoi, par des rencontres. Donc il n'y a pas eu de conseil, elles sont pas arrivées en disant il faut que tu penses comme ci, faire comme ça, mais dans le partage de leur passion, de leur connaissance, et si c'est ça des conseils, je les prends les deux pieds les deux mains. Donc c'est plus dans le partage que dans le conseil de faudrait que tu fasses ci ou fasses ça, parce que je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je supporte pas. Du coup, dernière petite question, savoir quel est le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu me recommandes d'aller interviewer sur ce podcast. Il peut y en avoir plusieurs. Alors je pense à 2 sportifs qui seront des rugbyman, tu t'en doutes bien. Avec grand plaisir. 2 de mes meilleurs amis. J'aurais presque envie de te dire 3. Mais 3 de mes meilleurs amis, mais même 4, même 5, parce que, si je vais t'en donner 5. Allez. Pierre Rabadan, parce que c'est complètement l'inverse de moi. Pierrot, avec qui j'ai habité, avec qui on est arrivé ensemble à Paris, qui est un de mes meilleurs amis. On est complètement différents et, voilà, et ce sera à la vie à la mort, je pense. Salim Tebani, avec qui j'étais champion de France Réchelle, qui est tout aussi un ami que Pierre. Parce que un parcours aussi atypique, parce que un mec inspirant, parce que j'ai la chance d'avoir des amis, tu vois, quand on est en galère, on se crée des groupes WhatsApp. Moi, j'étais en galère pendant des années, j'ai appris que mes potes avaient créé un groupe WhatsApp sur ma gueule et voilà, ils s'envoyaient des conseils, des avis sur qu'est-ce qu'on va faire, quel machin, et on fait ça tous les uns pour les autres. Ouais, c'est génial, hein, c'est top. Donc Salim, Pierre, je pense à Nani Corletto, Nani qui était un mec avec qui j'ai joué, qui est un ami, il est venu là cet hiver dans cet appart et j'étais très content de lui ouvrir mes portes. Qui est un vrai ami, une vraie sensibilité, un Argentin, qui a joué pour l'équipe d'Argentine d'ailleurs, enfin une légende. Jérôme Fillol, parce qu'il a un parcours aussi atypique, il est à Bordeaux maintenant, Jérôme, et il a une vraie histoire de vie à la fois dure, intense, mais un vrai bon mec. Et je vais penser aussi à Luc, qui est mon meilleur pote, tu vois, depuis tout petit, qui est aussi un sportif dans l'âme, qui était numéro 10 à Beauvais, qui est dentiste à Rodez, qui est mon meilleur pote, et c'est marrant parce qu'il a 4 gamins et j'en ai 2 et que en fait on a avancé au même niveau et au même rythme lui et moi et pourtant il a fait le tour du monde, moi je suis resté sur mon canapé. Mais dans nos échanges on se motive, dans nos échanges on s'éveille. Lui il est patron d'un gros cabinet, il est en bisbille avec un mec où il est sur le coaching, sur le management, il me raconte ce qu'il vit avec ses collaborateurs, ses collaboratrices, je lui donne un peu des conseils ou des avis et lui m'en donne aussi, mais là c'est un vrai partage d'âme à âme et c'est un vrai ami et il est franco-anglais, ce serait pas mal que tu l'interviewes vu que ça va être le crunch là ce week-end. Okay. Bref. Ouais, c'est vrai. Mais non, voilà, des amis, des frères. Bon déjà ça me fait beaucoup de noms à aller voir. Ouais. Et tu me donnes du boulot, j'adore ça. Donc écoute, c'était un énorme plaisir, Raphaël. Ouais, merci Barthélémy, c'est cool. Et écoute, je te souhaite vraiment que du bien et que tu arrives à réaliser tous tes objectifs avec le sourire. Ouais, merci beaucoup. Pareil pour toi aussi. Je pense on est tous les deux, on a réussi à passer la seconde. Tu vois, quand je parlais de rupture de première, tu sais, t'es à 8000 tours minute, tu sais pas comment avancer. Le moment où juste d'éteindre un peu le moteur, ce fameux petit burn-out qu'on a fait tous les deux, quand tu reviens, tu passes la première, la seconde, la troisième, puis tu dis qu'en fait, tu sais, c'est comme l'autoroute. Je vais conclure là-dessus, on est tous sur une autoroute embouteillée. Ouais. On sait qu'il y a le péage, on sait qu'il y a les aires de repos, on sait qu'on va pouvoir clapper, on va pouvoir atteindre notre destination, quoi. Le courage, en fait, c'est peut-être de sortir de l'autoroute embouteillée et de prendre son chemin. Et tu sais pas ce qui va se passer au premier virage. En général, le premier virage, tu te casses la gueule. Tu sais, c'est comme dans le bocal, tu reprends un mur, tu reprends 2 murs, puis après tu commences à prendre ta vitesse de croisière, et quand t'es sur ton chemin, alors oui, le système t'a recraché, mais rien n'est de plus beau en fait que de vivre sa propre vie de manière consciente. Et je pense que c'est ça le bonheur. Même si c'est parfois dur. Ça, on va terminer à merveille alors. Voilà. C'est top. Merci beaucoup, belle. Raphaël. Merci Barthélémy. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!